Chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui une petite vidéo à la volée au format très simple, mais je la fais avant d'oublier ce que j'avais envie de vous dire. Voilà, ces dernières semaines, j'ai pas mal aidé des gens à développer leur chaîne YouTube et je leur ai dispensé des conseils que j'ai acquis à la force du poignet et je voudrais les restituer avant qu'ils me sortent de l'esprit. La thématique de cette vidéo, ça va être le réflexe que les gens ont de se plaindre de la faiblesse de la monétisation sur YouTube. Vous savez que une des manières les plus répandues de monétiser vos vidéos sur YouTube, vos contenus, c'est de mettre de la publicité. YouTube vous permet notamment d'ouvrir un compte dans la régie publicitaire associée, c'est-à-dire AdSense. AdSense est une filiale de Google qui s'occupe d'établir des contrats entre des marques et YouTube et qui s'occupe avec des algorithmes, à l'aide d'algorithmes, de faire correspondre, de diffuser des publicités de telle marque, de tel sujet axé de telle manière, avec des vidéos qui sont en cohérence, en congruence avec le public ciblé et les thématiques. Donc je vous invite à penser, à bien garder à l'esprit que sur YouTube, la plus grosse partie des flux est automatisée. Donc, qu'il faut que vous facilitiez, c'est à vous de faire le travail, de faciliter le travail pour les algorithmes, qui sont des détecteurs souvent simples, éprouvés, qui sont pas très subtils, mais qui fonctionnent. La force de YouTube, c'est qu'elle a automatisé une grande partie de ces process. Sur YouTube, il n'y a pas de vérification manuelle avant publication d'une vidéo sur la plateforme. Éventuellement, quand les détecteurs sont sûrs que c'est une vidéo qui contient de l'incitation à la haine, ou qui parle de meurtre, ou qui parle de sujets particulièrement pas vendeurs, à ce moment-là, il y a une alerte qui est envoyée à quelques employés de bureau et à qui on demande de vérifier éventuellement si c'est une bonne idée de publier, mais ça c'est pour des cas extrêmes. Fortiori, si vous êtes là pour gagner un petit peu d'argent, un complément de revenu sur la base de vos compétences ou que vous êtes là pour faire connaître un de vos produits, vous n'êtes pas du tout concerné. Je discutais récemment avec Georges Tsukaima, à qui j'ai rendu visite. C'est un vieux compagnon de fortune et d'infortune sur YouTube. Et donc, il se plaignait entre guillemets, de pas gagner beaucoup d'argent sur YouTube avec la publicité et de faire moins de vues que certaines personnes dont il considère qu'il pompe ses sujets, c'est-à-dire qu'il refont ses sujets. Alors, j'ai un petit peu jeté un coup d'œil avec Georges sur certaines de ses vidéos sur sa chaîne et je vous partage donc mes remarques. Le problème de Georges, c'est que il fait d'excellents tutoriels très complets. Vous allez me dire en quoi c'est un problème. Mais il faut bien comprendre sur Internet comment les débutants, puisque c'est eux que vous aidez pour la plupart du temps, comment les profanes ou les personnes de niveau intermédiaire, comment les utilisateurs se posent des questions. Parce que la manière dont ils posent les questions, dont ils vont chercher, la manière avec laquelle ils vont chercher de l'aide, conditionne non pas tant le fond, mais la forme des contenus que vous allez proposer. Et le problème de Georges, je vous recommande sa chaîne YouTube, que je vous mets dans la description sous la vidéo. Le problème de Georges, c'est qu'il fait des tutoriels très complets qui peuvent durer 15 minutes, 20 minutes, 40 minutes, 1 heure. Donc, qui sont d'une extrême valeur ajoutée, extrêmement qualitatif, mais quelqu'un qui est au travail. Moi, je me souviens quand je faisais ma thèse de doctorat, des fois, mes algorithmes me plantaient. Donc, je cherchais à débugger et je posais une question précise sur Google ou sur YouTube. Et j'espérais la réponse la plus concise possible parce que je suis au travail, j'ai pas de temps à perdre, je veux avancer. Donc, je ne vais certainement pas cliquer sur la miniature d'une vidéo YouTube qui fait 30 minutes et qui a l'air de répondre de manière générale à ma vidéo. Je préfère cliquer sur une vidéo qui fait 1 minute 50, 2 minutes, 3 minutes 50, maximum 7 minutes, et qui annonce répondre clairement au point précis la question que je me pose, mon problème à moi, puisque c'est indiqué dans le titre. Par exemple, Georges m'a montré une vidéo qui s'appelle, quand c'est un chapitre, une vidéo, d'ailleurs c'est plus un chapitre sur les ombres et les perspectives de mémoire. Mais ça, il faut bien comprendre que c'est pas très vendeur, ça n'incite pas au clic parce que c'est un chapitre, c'est long, ça n'annonce pas une réponse précise à un point précis, et le titre est particulièrement flou pour un profane. Moi, ombre et perspective, c'est un tutoriel sur GIMP, ça ne me parle pas.
Donc si vous voulez gagner plus d'argent, si vous voulez faire monter le nombre d'euros que vous gagnez en moyenne arithmétique pour 1000 vues, il faut que vous réfléchissiez à ça, il faut que vous optimisiez ça, il faut que vous vous mettiez à disposition du spectateur. C'est un effort, oui, mais c'est comme ça, hein, d'ailleurs, dans le commerce, de manière générale, c'est à vous de vous mettre à la portée du spectateur qui est votre client, puisque c'est lui qui regarde les pubs. Donc, quelque part, vous lui vendez quelque chose. Donc, si vous ne gagnez pas assez d'argent, je voudrais lancer une bouteille à la mer sur YouTube. Arrêtez d'imaginer que vous êtes censuré, que les gens sont trop stupides, que vous êtes un génie mal compris de sa génération. Il y a des explications beaucoup plus simples. J'entends des gens qui vont même jusqu'à imaginer qu'ils sont victimes d'un complot judéo-maçonnique. Peut-être, mais c'est pas, en première explication, c'est pas nécessaire d'aller jusque-là. C'est à vous de comprendre l'outil YouTube et je viens de vous donner des explications. Faites attention, il y a des personnes comme Olivier Roland, que j'aime beaucoup ses contenus, mais il se sert. Quand on commence sur YouTube, c'est normal de pas gagner beaucoup d'argent pour 1000 vues parce que les algorithmes ne vous connaissent pas. Est-ce que vous pensez que YouTube va accorder sa confiance à des gens qu'elle ne connaît pas? Évidemment non. Il y a des millions de dollars en jeu, hein, les contrats qui sont négociés par la régie publicitaire AdSense et qui sont diffusés sur YouTube, il y a des millions, voire des milliards de dollars en jeu. Est-ce que vous pensez que YouTube va accorder autant d'importance avec quelqu'un qui vient d'ouvrir une chaîne toute nouvelle, dont les sujets n'ont pas été clairement identifiés et vérifiés par des algorithmes, qu'avec quelqu'un qui est sur YouTube depuis 5 ans, qui a montré qu'il respectait les conditions générales d'utilisation puisqu'il n'avait pas eu de strike? Évidemment non. Donc il y a une relation de confiance à tisser avec les algorithmes de YouTube. Oui, il y a une relation de confiance à tisser avec les algorithmes, puisque les algorithmes, de la manière dont ils ont été codés par les développeurs de Google, les développeurs de YouTube, pardon, ils incluent une dimension temporelle. Quand Garage, Bagnole et Rock'n'Roll diffusent une vidéo, les algorithmes de suggestion de référencement, ils ont intégré que c'est quelqu'un qui fait des vidéos de mécanique depuis des années et qui satisfasse beaucoup, qui intéresse beaucoup. Donc, c'est une vidéo qui va être valorisée en conséquence par YouTube et par Google, qui est la maison mère de YouTube. Vous, qui êtes relativement récent, hein, et j'ai envie de dire, même si ça fait 5 ans que vous êtes sur YouTube, mais que de manière cumulée, vous avez fait 100 000 vues, vous êtes quand même un profane, vous êtes quand même un débutant aux yeux des algorithmes YouTube. Hein. Les algorithmes, ils sont là pour faire des moyennes, enfin, extraire des hyperparamètres. Ils risquent pas de faire des statistiques avec des 100 000 vues. Hein. Pour faire des statistiques solides, il faut beaucoup de données. C'est beaucoup plus facile pour les algorithmes de vérifier des tendances sur votre chaîne, notamment les thèmes, sur la base de millions de vues que sur quelques dizaines de milliers de vues. Vous comprenez bien ça. Et alors faites attention, sur YouTube, j'entends des discours de personnes qui donnent des conseils sur le référencement YouTube, qui sont en fait, ils recrachent, ils restituent un peu bêtement des vidéos qui sont diffusées par Google elle-même. Mais faut bien comprendre que YouTube, Google, ce sont des grosses entreprises. Moi, j'ai travaillé dans un bureau d'études qui s'appelle Biotop et j'ai eu la chance d'être managé par monsieur Jim Buzon, qui a une très bonne expérience, qui est un vrai manager, et il expliquait que un problème fondamental dans les entreprises qui prenaient de plus en plus d'ampleur à mesure que les services se développent, c'est que vous avez d'un côté les développeurs, et encore, vous avez les développeurs web, vous avez les développeurs d'applications, vous avez les développeurs codeurs en C++, vous avez les développeurs codeurs en assembleur, vous avez les comptables, vous avez la direction, hein, vous avez les juristes, vous avez les secrétaires, qu'on appelle assistantes de direction maintenant, vous avez les chefs de projet qui ont parfois des profils très hétérogènes, vous avez les mathématiciens, vous avez les mathématiciens statistiques, vous avez aussi potentiellement des mécaniciens, vous avez des techniciens, et tous ces gens-là, ils ont un langage différent. Et Jim disait que c'est très difficile dans une entreprise de maintenir une harmonie, de veiller à ce que l'équipe des
développeurs soient bien compris de l'équipe de marketing, puisque c'est les marketeurs qui vendent, hein, ou l'équipe de communication, qui elle-même a un langage très différent à la fois des développeurs, mais des techniciens. Les techniciens, c'est pas forcément des développeurs, hein. Techniciens, dans mon exemple, c'est plutôt les gens qui vont assembler des composants pour créer des objets dont l'entreprise a besoin pour son département recherche et développement, ou des objets qu'elle assemble parce qu'elle vend ces objets. Et chez Google et chez YouTube, c'est pareil. Donc, faites attention. Premièrement, les gens que vous voyez à l'écran qui vous expliquent comment YouTube fonctionne, c'est des marketeurs, c'est des spécialistes de la communication. En vrai, ils ne savent absolument pas comment étaient codés les algorithmes de référencement. Ils comprennent que dalle, et déjà, ils ont du mal à comprendre ce que les développeurs leur expliquent. Ça peut vous paraître surprenant, puisque quelque part, je prétends mieux connaître les algorithmes YouTube, mais pourquoi j'ai fait un doctorat dans un sujet très proche, que les mecs qui travaillent chez YouTube. Mais en réalité, c'est un sophisme de penser que parce que quelqu'un travaille au service communication de YouTube, il comprend des algorithmes qui demandent des années d'études pour arriver à les comprendre, à bidouiller. Les mecs qui travaillent dans la communication sur YouTube, ils ont jamais trifouillé, mis les mains dans le cambouis, écrit des algorithmes de référencement. Donc vous devez les garder ça à l'esprit et les tenir écartés. Deuxièmement, les stratégies YouTube, les stratégies des développeurs YouTube et des équipes qui dirigent les développeurs, donc les développeurs vétérans, leur stratégie est amenée à évoluer. Et alors, moi j'entends par exemple, récemment, Sylvain Lepoutre de la chaîne Le Coin des YouTubeurs, que j'aime bien, j'écoute assidûment ce qu'il dit, mais il y a des fois je suis pas d'accord, donc je vous recommande d'aller vous abonner à cette chaîne, mais des fois Sylvain, je trouve qu'il dit des choses particulièrement impertinentes. Ça arrive, on a tout le droit de faire des erreurs, j'en fais certainement moi aussi. Par exemple, il dit que c'est pas très important de faire les tags récemment. C'est une énormité de dire ça. C'est les tags. Le tags, le titre du fichier vidéo avant que vous l'uploadiez, le titre de la miniature, ce sont des choses très importantes. Et il faut bien comprendre que si, admettons, là nous sommes en août 2019, les algorithmes fonctionnent d'une manière. Admettons que nous sommes dans une période où YouTube attache particulièrement peu d'importance aux tags et au titre de la vidéo que vous avez uploadée. Ça ne veut pas dire que dans 6 mois, les choses sont très différentes, hein, puisque YouTube affine régulièrement ses algorithmes. La vie est changement, la vie est évolution. Donc vous avez la personne qui a fait sa vidéo en août 2019, qui a suivi les conseils. Oh bah Sylvain, il m'a dit que c'était pas très important le titre et les tags, je me prends pas la tête. Et vous avez la personne qui est régulière dans son effort et qui voit un peu plus loin que le bout de son nez, qui a fait un titre sérieux, les tags sérieux, et bien sûr le reste, hein, notamment la miniature, la description, etc., etc. Et dans 6 mois, Google va certainement pas vous prévenir, hein, YouTube ne vous prévient pas de toutes les petites modulations qu'il fait de manière quotidienne. Donc vous ne serez pas prévenu quand les algorithmes vont changer, vont être un peu affinés, le changement est constant. Hein. Les algorithmes de référencement YouTube, il faut bien comprendre que c'est au moins des milliers de fichiers qui sont stockés sur des serveurs, qui sont affinés ponctuellement. Donc moi je vous encourage à faire les tags de manière extrêmement drastique et réfléchie, et vous apprécierez ce conseil puisque dans 6 mois, même si les algorithmes ont beaucoup changé, vous n'aurez pas besoin de vous repencher 6 mois en arrière pour vous faire les tags a posteriori, et en plus vous aurez perdu des places dans le référencement puisque les gens qui auront suivi mes conseils seront remontés par rapport à vous dans le référencement, et pour détrôner des gens qui ont fait des dizaines de milliers de vues alors que vous n'en avez fait que quelques-unes, et ben maintenant il y a une inertie qui va être difficile à compenser. Ça va être difficile d'aller déloger les gens au-dessus de vous dans le référencement. Là, je parle de référencement sur des questions précises. Hein. Parce qu'attention, quand vous voyez une vidéo qui a fait plusieurs dizaines de milliers de vues, il y a des gens qui vont me dire « Mais tu vois, il a fait des dizaines de milliers de vues, et pourtant il n'a pas mis de tags. » Oui, mais ça, c'est un sophisme. Parce que il y a deux choses différentes sur YouTube. Tu peux faire des dizaines de milliers de vues parce que tu as une miniature séductrice et que tu as une grosse communauté de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'abonnés. Donc c'est des vues que tu as fait dans un intervalle de temps court,
après la publication de ta vidéo. Et si tu regardes le nombre de vues, il fait brrr, comme ça, et puis après, rapidement, il se stabilise et il descend. Tandis que moi, je t'encourage à privilégier une vision de marathon, c'est-à-dire, je pars potentiellement de 0 abonnés, seulement je comprends les algorithmes et j'utilise les outils que YouTube met à ma disposition pour qu'en fait, les gens tombent sur ma vidéo parce qu'ils ont tapé dans Google une question, parce qu'ils ont signalé dans Google une problématique. Donc ils ne te connaissent ni d'Ève ni d'Adam, mais comme ton sujet correspond à leurs besoins, que ta miniature envoie un message de sérieux relatif et une miniature claire, hein. Je vais parler de qu'est-ce que c'est qu'une miniature claire un peu plus tard, faut pas que je l'oublie. Et donc la deuxième personne, elle va gratter progressivement tout le monde dans le référencement, puisqu'elle a pensé sa vidéo YouTube et tous ses détails de manière à répondre à une question, et non pas, elle ne fonctionne pas par communauté. Alors l'important c'est le must c'est de cumuler les deux, c'est-à-dire que tu fais tes vidéos de manière, en la pensant en référencement, je réponds à une question que les profanes vont poser à Google, mais aussi, dans ma manière de m'adresser, je m'adresse à mes abonnés, je les chouchoute, je réponds à leurs commentaires, j'attache de l'importance à cette confiance qui existe entre moi, cette communication entre moi et mon audience. Et puis il y a des vidéos où les vues ont été achetées, hein. Donc vous pouvez avoir une vidéo qui a des centaines de milliers de vues, mais la personne a acheté. Donc ça veut, encore une fois, rien dire. Alors, je vais parler de la miniature avant d'oublier. Pareil, les miniatures, il y a un piège très très fréquent, c'est que les gens... Par exemple, moi, en mécanique, je touche ma bille sur certains sujets. Donc, j'ai déjà vu, je sais déjà à quoi ressemblent certains tutoriels. Enfin, certains chantiers de réparation, certaines opérations d'entretien. J'ai déjà vu l'intérieur du moteur, j'ai déjà démonté sur des modèles différents. Donc, dans les grandes lignes, je sais à quoi ressemblent certaines pièces sans vraiment les avoir jamais vues. Mais il faut bien comprendre que pour le débutant profane, c'est absolument pas le cas. Donc, vous devez penser votre miniature, non pas à ce que vous, qui avez de l'expérience, la compreniez. On s'en fiche de vous. L'important, c'est pas que celui qui publie la vidéo comprenne sa miniature. Vous devez réfléchir, vous poser la question, qu'est-ce que je vais mettre dans ma miniature de manière à ce que ça parle au profane, c'est-à-dire que ça lui montre instantanément, que ça fasse instantanément tilt dans son cerveau, que votre vidéo va répondre à la question qu'il est en train de se poser. Et mine de rien, ça change énormément de choses. Et pourquoi il y a des gens qui font plus de vues sur YouTube alors qu'ils sont moins compétents que vous, voire qu'ils vous ont volé des sujets? Eh bien parce qu'ils ont fait cet effort-là de mettre une miniature beaucoup plus parlante pour le profane. Et en général, l'initié, une miniature faite pour le profane va parler à l'initié également. Donc plutôt que de vous concentrer sur faire des miniatures très très esthétiques, avec des polices compliquées, inspirez-vous de ce qui est enseigné dans le domaine de la recherche. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne de sciences qui s'appelle « Comment rédiger un article scientifique en anglais ». Je vous invite à aller la lire parce qu'il y a des choses qui pourront vous servir, notamment dans l'usage de la simplicité, d'aller directement à l'essentiel, de ne représenter qu'une seule idée et de ne pas faire des choses fouillis qui vont diluer votre message et paumer votre spectateur. Et je vous recommande aussi un document du professeur Charles Boudorès, qui est un algologue très très connu dans tout le bassin méditerranéen, c'est un Français, et il a fait un document pour ses étudiants de master, pour leur expliquer comment faire notamment des présentations PowerPoint de manière sérieuse. Je vous mets le lien vers le site de Monsieur Boudorès, que vous pourrez consulter ce document, lisez-le, parce que finalement, est-ce que vous vous rendez compte que faire une diapositive d'une présentation PowerPoint, c'est exactement la même chose que faire une miniature pour YouTube. Une petite différence néanmoins, faites attention quand vous faites une miniature, faites attention qu'en bas à droite, sur YouTube, il y a le timecode qui s'affiche. Donc en bas à droite, mais ne mettez rien, hein. Je vois des gens qui font des très belles miniatures avec le titre qui fait ça, qui part de là et qui va là. Mais c'est stupide, parce que les 4 dernières lettres de ton titre, on voit pas. Donc soit tu réajustes la dimension de ton titre pour qu'il tienne comme ça, soit tu le mets ailleurs. C'est très important ça, la lisibilité, hein. Il y a un message implicite. Quand vous faites une miniature lisible, le spectateur, avant même d'avoir cliqué sur votre vidéo, il voit
putain, ce mec sait faire des choses lisibles, j'ai intérêt à cliquer sur sa vidéo. Parce qu'a priori, j'ai toutes les raisons de penser que si sa vidéo est aussi bien faite que sa miniature, je vais avoir la réponse à ma question de la manière la plus simple et directe possible. Inversement, si vous n'êtes pas foutu de voir qu'on ne voit pas ce que vous avez mis sur votre miniature parce que vous l'avez mis derrière le timecode, ça met un a priori négatif sur votre tutoriel ou sur votre vidéo, par exemple. Donc, le titre, c'est très important. La miniature, c'est très important. Il faut faire impérativement les tags et comprendre de quoi il est question. Alors, j'ai déjà fait un tutoriel sur comment bien faire les tags. J'en ai fait même 2. Je vous les mets dans la description sous la vidéo. Je vous mets le premier ici. Allez le voir. Je vais réexpliquer, mais cette fois-ci, je ne vais pas démontrer parce que j'ai déjà fait dans ces épisodes précédents. Je ne vais pas montrer. Je vais expliquer de manière à essayer de clarifier mon propos parce que j'ai l'impression que c'est pas clair. Dans les tags, déjà, généralement, ça ne sert à rien de mettre des tags qui sont constitués d'un seul mot. Alors, tags, petit rappel, en français, c'est étiquette. Croyez-moi, j'ai travaillé dans le domaine de l'apprentissage machine. On appelle ça une étiquette. Les étiquettes servent à signaler aux algorithmes quelle est la nature, quel est le thème de votre vidéo et, par extension, à quelle question vous répondez dans cette vidéo, qui est quelque part, quelle est la valeur de votre vidéo. Donc, si vous ne faites pas les tags, vous empêchez les algorithmes de comprendre quelle est la valeur de votre vidéo. Donc, évidemment, il y a des gens qui viennent pleurnicher en disant que YouTube, ça ne paye pas, qui ouvrent des Tipeee, des YouTube, par méconnaissance, voire même par paresse. Par exemple, la chaîne Stupide Économique ou Chris de la Minute Papillon, que ce sont des chaînes que j'aime beaucoup, mais qui ont comme point commun d'être un peu fainéants et d'avoir eu recours à la facilité d'esprit. YouTube, ça paye pas, c'est parce que je parle de sujets sérieux. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est parce que vous êtes tous les deux des grosses feignasses quand il s'agit de faire les tags. Faites des contenus extraordinaires que j'aime beaucoup, mais pour les tags, vous n'accordez même pas un millième de l'attention, de la concentration que vous avez mis dans la réalisation de votre vidéo. Et donc, si vous voulez gagner plus d'argent pour 1000 vues, il faut que vous fassiez vos tags, puisque je vous ai dit que ce sont des algorithmes qui s'occupent de mettre les publicités sur les bonnes vidéos. Je ne sais pas si, par exemple, vous êtes passionné d'un domaine artistique ou que vous faites des tutoriels de mécanique ou de menuiserie. Si vous ne faites pas vos tags de manière simplifiée, de manière schématique, ça se peut que YouTube en soit rendu à diffuser des publicités pour des poupées Barbie sur vos tutoriels qui n'ont rien à voir. Donc, effectivement, les publicités vont complètement manquer leur public cible. Si vous êtes ébéniste, vous faites des tutoriels où vous montrez comment couper du bois pour fabriquer un objet en bois, il faut faciliter le travail des algorithmes de manière à ce qu'ils mettent des publicités pour des marques qui produisent par exemple de l'outillage électroportatif ou de l'outillage électrique pour couper le bois. Oui, ça semble évident, mais si vous faites pas les tags, ça n'aura pas lieu. Je répète parce qu'il y a des gens qui prétendent le contraire. Si vous ne faites pas correctement les tags, vous n'avez aucune chance que les bonnes publicités soient diffusées sur vos vidéos. Et en plus, si vous ne faites pas vos tags, il va y avoir une récupération de la manne financière que représentent ces publicités qui va être envoyée vers vos concurrents qui font des chaînes avec des sujets similaires, mais qui eux ont fait les tags correctement. Par exemple, moi quand je parle de Boursorama, je vais mettre des questions et dans les tags des différentes questions entières avec souvent le mot Boursorama, de manière à ce que une publicité Boursorama ou d'un de ses concurrents qui veut piquer des clients à Boursorama soit diffusée pendant ma vidéo, en amont ou après. C'est parfaitement logique, c'est une stratégie gagnant-gagnant. Quelqu'un qui vient chercher des informations que je donne sur Boursorama et N26, s'il y a une publicité qui n'a rien à voir avec ce sujet, il y a aucune chance qu'il regarde la publicité s'écouler entièrement. Sur les chaînes qui font de la critique de cinéma, généralement, les publicités, ce sont des bandes annonces. Bingo, en plein dans le mille. Donc, dans les tags, vous devez mettre les tags les plus spécifiques possibles. Et alors, vous ne mettez pas d'article, pas de A, pas de L apostrophe, pas de D apostrophe, etc., etc. J'en ai déjà parlé. Par exemple, Georges, il a fait une vidéo, c'est la vidéo donc comment faire des ombres et des perspectives sous GIMP. Les tags n'avaient pas été faits, il avait mis un tag, c'était GIMP tout seul, bon ça c'est pas mal. Tuto tout seul, ça c'est assez moyen parce qu'en fait il
c'était beaucoup plus pertinent de mettre tuto GIMP en virgule, espace, ce qui fait un tags, hein, puisque les tags sur YouTube sont séparés par des virgules. Un autre tuto, c'est démonstration GIMP. Parce qu'il y a des gens qui vont chercher des démonstrations de l'utilisation de GIMP, qui vont taper démonstration GIMP. Mais si vous n'avez pas mis démonstration GIMP sur tags, il y a la probabilité que Google, le moteur de recherche Google, parce que c'est là que les gens posent vos questions, ou le moteur de recherche YouTube recommande votre vidéo. Au moins parmi les premiers résultats de recherche. Donc, dans ce chapitre ombre et perspective GIMP, en fait, il fallait mettre dans les tags comment tracer perspective GIMP. Ça ressemble à ce que quelqu'un va taper, un profane va taper dans la barre de recherche. Comment faire perspective GIMP, comment créer une ombre de perspective GIMP, donc vous mettez que les noms, hein, et ça constitue à chaque fois un exemple de un seul tag. Donc là, on a des tags de 4, 5 mots, et c'est très bien, il faut qu'il soit, faut aller dans la qualité, dans la spécificité. Il y a une chaîne YouTube anglaise qui s'appelle Scrap and Bots, que je vous mets dans la description sous la vidéo. Ça parle pas beaucoup à ceux qui comprennent pas l'anglais, mais il arrête pas je vous la recommande parce qu'il arrête pas de rappeler qu'effectivement sur YouTube, la qualité prime sur la quantité concernant les tags. Vous avez un 500 caractères maximum. Donc moi, ce que je fais, j'ouvre un éditeur de texte. Pour ceux qui sont sur Linux, j'ouvre Gedit. Et pour chaque ligne, je fais un tags. Donc, comment faire là, GIMP. Tutoriel GIMP, tracé perspective, à la ligne, à la ligne, à la ligne. Il y a un petit outil utilitaire sur les éditeurs de texte qui permet de voir un petit peu en termes de dans statistiques, ça vous compte le nombre de caractères. Faites attention, faut pas trop s'approcher de 500. Et ensuite, je fais CTRL H, c'est-à-dire remplacer, et je remplace les sauts de ligne par une virgule. Et ensuite, donc ça me fait une seule ligne avec mes phrases séparées par des virgules, et chaque phrase est un tag. Et ça, je fais copier-coller dans la catégorie tags des informations de la vidéo dans le studio créateur YouTube. Ne vous diluez pas trop, c'est-à-dire restez dans l'idée qu'on tape dans du précis. Ne vous forcez pas, ce que je veux dire, c'est ne vous forcez pas à utiliser forcément les 500 caractères, ça ne sert à rien. Une fois que vous avez la sensation d'avoir posé toutes les questions possibles et imaginables telles que rédigées dans le moteur de recherche Google ou YouTube par le profane, ça suffit. D'ailleurs, si vous voulez chercher des idées, une fois que vous avez trouvé une manière que les gens ont de chercher votre vidéo, ils savent pas qu'ils vont trouver votre vidéo, mais vous devez être conscient de quelle est la réponse à laquelle répond votre question. Eh bien, vous tapez ça dans Google et vous descendez tout en bas des résultats de recherche Google, et là vous aurez des suggestions en fait c'est des statistiques, Google vous dit d'habitude qu'est-ce que les gens posent comme question. Vous faites un copier-coller de ça dans l'éditeur de texte et vous sélectionnez celles dont vous comprenez que c'est ça que les gens recherchent, les gens recherchent l'information que vous avez mis dans votre vidéo. Parce que des fois, vous serez très très surpris de la manière, des codes que les gens un petit peu autoproclament sur YouTube pour essayer de trouver une réponse à leur solution. Et vous, donc, vous devez récupérer ce qui vous intéresse. Attention, j'ai pas dit que tout ce qui était en bas des résultats de recherche Google, tout était bon à prendre. Ne prenez que ce que vous comprenez qui est pertinent. Attention, ne mettez que du français, pas un seul mot d'anglais. Ne vous amusez pas à mettre plusieurs langues dans les tags YouTube, parce que ça, YouTube, je sais pas trop pourquoi, quelle est la logique, il démonétise immédiatement. Georges, d'ailleurs, ça lui est arrivé en personne. Il avait mis des tags en plusieurs langues, ce qui est assez cohérent, de manière à attirer tous les publics. Si vous faites quelque chose de démonstratif, ça peut intéresser beaucoup d'étrangers. Ça ne marche pas comme ça. Sur YouTube, il faut penser monolangue, absolument tout en une seule langue. Vous êtes français, tout en français. Si vous voulez traduire tout dans une autre langue, vous faites d'autres chaînes YouTube. Ou alors vous utilisez l'onglet transcription, là où vous pouvez traduire au moins le titre de la vidéo et les 3 hashtags. Pareil, un truc que Georges n'avait pas fait sur la vidéo qu'on a regardé ensemble, il n'avait pas bien exploité. Vous avez le droit à 3 hashtags par vidéo. Moi, je vous conseille dans la description, la première ligne que vous mettez dans la description, c'est les 3 hashtags.
Donc vous écrivez hashtag. Ben, moi souvent, par exemple, quand je fais un tutoriel de mécanique, ben, je mets mécanique, espace, hashtag, automobile, espace. Le troisième hashtag, je vais mettre, bah, si c'est un changement de distribution, je vais mettre distribution. Ou si je parle du Renault Master, je vais mettre Master et non pas Renault qui est plus général. Mais j'aurais pu mettre tutoriel, démonstration, leçon. D'ailleurs, Georges lui avait dit, je sais plus ce qu'il avait mis, je lui ai dit, il faut que tu mettes en hashtag GIMP, tutoriel, leçon. Alors là, c'est une manière de réfléchir plus par grande thématique. Là, c'est pas un tag, on n'essaie pas par les hashtags d'imaginer ce que les gens vont taper dans recherche. Non, là, c'est plus dans des thématiques. Donc, si vous faites quelque chose qui est sur un logiciel, vous mettez le nom du logiciel. Si vous êtes passionné d'écologie, que votre vidéo parle d'écologie, vous mettez écologie. Si vous faites un débunkage, bah là, vous mettez un débunkage. Là, c'est un mode de recherche par contingence, par affinité pour un sujet précis. Et moi, je vous conseille de vous forcer à trouver les 3 hashtags, parce qu'il y a fort à parier que quelle que soit votre vidéo, les 3 hashtags, vous puissiez les remplir. D'ailleurs, vous verrez dans toutes les descriptions de mes vidéos sur cette chaîne, jetez un coup d'œil à mes hashtags. Et donc, je disais, pour en revenir, que Georges, le problème, c'est qu'il faisait des tutoriels très complets. Mais en fait, moi, je vous dis, si vous voulez gagner plus d'argent de manière significative, et il n'y a pas de honte à ça, hein, il n'y a pas de honte à être rémunéré correctement pour le travail que vous fournissez à l'humanité par l'intermédiaire de YouTube, qui est jamais qu'un moyen de diffusion. Identifiez, découpez vos tutoriels en plusieurs petits tutoriels, parce que les gens, c'est leur besoin. Alors, rien ne vous empêche en plus de faire des chapitres, mais personnellement, je pense pas que ça fonctionne sur YouTube. Vous avez des plateformes, il y a des sites internet où on propose des cours payants, par vidéo, donc ça marche par chapitre. Mais sur YouTube, non. Les gens, je vous dis, ils sont pressés, ils ont une réponse. Ils cherchent une réponse précise à une question précise. C'est peut-être moins vrai chez les personnes âgées qui ont un peu plus de temps, enfin les personnes âgées, les adultes, quoi, de l'ancienne génération. Mais moi, je vous le dis, les gens qui sont nés à partir des années, allez, je vais dire 86, leur utilisation professionnelle de YouTube, il faut aller droit à l'essentiel. Donc je pense que c'est ça le problème des gens qui font des grosses vidéos très complètes, des gros tutoriels, c'est que vous ne scindez pas vos questions. Moi je vous propose de scinder vos vidéos, de penser vos vidéos de manière à ne répondre qu'à une seule question. C'est déjà suffisant. On retombe sur ce qui est dit par monsieur le professeur Charles-Patrick Doncaster dans la rédaction d'un article. Une phrase, une idée. Eh ben, une vidéo, un message. Une vidéo, une réponse à un problème. Vous savez, ces derniers mois, j'ai fait, allez, ces 2-3 derniers mois, j'ai fait presque 1,5 million de vues. Certains mois, j'en ai fait plus. 1,5 million de vues par mois. J'ai même pas 30 000 abonnés. J'ai pas reçu d'aide particulière de qui que ce soit. Mais il y a toujours des jeunes gens qui viennent m'expliquer, des no-name, des inconnus, des gens qui n'ont jamais mis les pieds sur YouTube ou alors qui ont ouvert une chaîne YouTube mais qui gagnent rien, qui viennent m'expliquer comment ça fonctionne. Mais écoutez, je suis arrivé à un stade, ça n'arrivera jamais. Je pense que même si j'avais 1 million d'abonnés, il y aurait quand même des novices qui viendraient m'expliquer que ce que je dis c'est faux et que ça ne marche pas comme ça. Moi, je vous donne les informations, testez-les. Alors, ceci dit, c'est pas immédiat, hein. Comprenez bien, je vous ai expliqué qu'il y avait une notion de durabilité, d'introduire une notion de confiance avec les algorithmes YouTube. Vous avez modifié les tags d'une vidéo. Ça sert à rien d'aller voir aujourd'hui, 3 fois demain, 3 fois après-demain, comment elle est remontée dans le référencement, hein. Je vous dis, c'est un marathon. Moi, ce que je vous dis, n'allez surtout pas voir. Vous irez voir dans une semaine, puis dans un mois, puis dans 2 mois. Et normalement, vous devriez voir qu'elle remonte dans le référencement. Il faut bien comprendre que ce que vous gagnez avec AdSense, c'est le résultat de votre travail d'il y a 3 mois. Hein. C'est pas ce que vous avez fait les 28 derniers jours. Il y a une inertie, il y a un temps de latence. Donc, laissez-vous du temps et abonnez-vous et regardez tous les épisodes que je mets à votre disposition sur cette chaîne. En plus, la monétisation n'est pas encore activée. Je n'ai pas encore assez d'abonnés pour activer les pubs. Donc c'est une aubaine. Il n'y a aucune pub sur cette chaîne. Tapez-vous tous mes épisodes. Forcez-vous à lancer la lecture de tous les épisodes un à un. Si vous comprenez assez rapidement que le sujet vous concerne pas ou vous intéresse pas, vous passez au suivant. Donc si vous voulez me soutenir, vous pouvez laisser un pouce bleu ou un commentaire
constructifs. Je réponds à tous les commentaires constructifs. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Si vous voulez vraiment me soutenir, vous pouvez aller faire un petit tour sur ma page YouTube et regarder une petite publicité qui va faire en sorte que YouTube va me reverser 4 centimes, je crois. Merci beaucoup d'avance à ceux qui le font. Et si vous voulez un entretien personnalisé, si vous avez extrait tout ce que vous pouvez extraire toutes les vidéos qui sont en libre accès sur ma chaîne et que vous voulez aller plus loin, que vous voulez que je m'intéresse en particulier à votre cas, que je prenne le temps de vous écouter, de tordre le cou aux idées reçues que vous avez dans votre esprit, et que je vous aiguille sur la manière dont vous pourrez utiliser notamment YouTube pour développer ce que vous avez envie de développer, je vous rappelle que je propose des entretiens de 2 heures au tarif de 10 € pour le moment. C'est que 10 €. Je vous mets le lien concerné dans la description sous la vidéo. Le fait que ce soit payant, c'est un filtre parce que comme je vous l'ai dit avant, c'était gratuit et je me suis rendu compte qu'il y avait des gens pas sérieux qui m'appelaient. Moi, je suis vraiment là pour construire quelque chose avec vous. Donc, je ne veux pas que les gens m'appellent par curiosité. Je veux que les gens m'appellent parce que ils ont pris leur testicule à bras-le-corps et qu'ils veulent avancer. Et entre parenthèses, profitez-en parce que 10 € pour 2 heures d'entretien, c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Je vous rappelle que je suis docteur et que mes compétences YouTube viennent de mon sujet de doctorat. Dans mon domaine de recherche, on facture entre 350 et 250 € la journée à mon niveau de diplôme. Hein. Donc 10 € les 2 heures, on en est très loin. Force et persévérance à vous sur YouTube et j'espère à bientôt.